Allez, c'est parti. Donc, bienvenue et merci d'être présente et présent aujourd'hui pour ce nouveau webinar animé donc par la Chambre de métiers de l'artisanat de l'Isère. Le thème qu'on va aborder aujourd'hui, c'est celui des campagnes emailing. On va se poser un petit peu des questions autour de comment est-ce qu'on peut réussir ces campagnes emailing, quels sont les critères. Donc, on va aborder ce sujet-là aujourd'hui. Je vais vous présenter un petit peu le programme. Avant de démarrer avec le programme, donc, je vous présente un petit peu le fonctionnement du webinaire. Je vais vous demander dans un premier temps donc, de désactiver votre micro, voilà, pour qu'il n'y ait pas d'interférence avec ma présentation. Si vous avez des questions, donc vous les posez dans le système de chat, donc le système de discussion par texte. J'essaierai, s'il y a des questions au fil de l'eau auxquelles je peux répondre, j'y répondrai. Sinon, généralement, ce que je fais, c'est que je reprendrai de toute façon l'ensemble des questions à la fin de ma présentation et je les balayerai une par une. Et puis à la fin, de toute façon, je vous enverrai donc un questionnaire de satisfaction auquel vous pourrez répondre, voilà, et vous recevrez à la suite de votre réponse donc là, le replay de la vidéo ainsi que la présentation que vous avez sous les yeux actuellement. Allez, donc je démarre le programme de ce webinaire sur le thème de l'emailing, réussir ses campagnes d'emailing. On va aborder ces différents sujets-là. Donc on va voir comment bien préparer sa campagne d'emailing. Quels sont les critères qui vont vous permettre de rendre vos emailing efficaces? Quelles sont les règles à respecter en la matière en vigueur, en la matière d'emailing? Quelle est la solution d'emailing? Quelles sont les solutions d'emailing que vous pouvez utiliser? Et enfin, quelles sont les statistiques et qu'est-ce qui va vous permettre d'évaluer si votre campagne a bien fonctionné? Je le répète, je me permets de désactiver vos micros, voilà, pour qu'il n'y ait pas d'interférence avec ma présentation. Alors, la règle d'or ou les règles d'or, les 3 piliers d'une bonne campagne d'emailing réussie, un peu les 3 préceptes, c'est ceux-là, il faut vraiment les garder en tête à partir du moment où vous souhaitez faire de l'emailing à vos prospects ou à vos clients. C'est le bon message à la bonne personne au bon moment. Il faut vraiment que vous gardiez ça en tête. Dans quelle mesure le message que vous faites passer est le bon message? Est-ce qu'il s'adresse ce message à la bonne personne et est-ce que c'est le bon moment pour envoyer ce type de message? On peut prendre un exemple tout basique, si je veux envoyer un message pour la Saint-Valentin, je ne vais pas forcément envoyer le même message à une dame qu'à un monsieur. Le monsieur va potentiellement offrir un bijou à la Saint-Valentin pour sa compagne. Du coup, voilà, quel message je vais lui faire passer et je vais l'envoyer donc à mon public masculin et je vais l'envoyer donc au bon moment. Je ne vais pas l'envoyer après la Saint-Valentin, mais je vais bien l'envoyer 15 jours, 3 semaines, un mois avant. Et le message que je vais lui faire passer, c'est voilà, pour la Saint-Valentin, n'oubliez pas d'offrir un cadeau à votre compagne, pensez à nos bijoux, etc. C'est un exemple basique que je prends, un cliché, mais il faut bien penser à ces 3 préceptes-là. Est-ce que le message que je veux faire partir à ma clientèle, c'est le bon message? Est-ce qu'il s'adresse à la bonne personne? Et est-ce que c'est le bon timing, le bon moment pour envoyer ce type de message-là? Tout ça, on va le rebalayer un petit peu par la suite, mais gardez vraiment ça en tête. Le bon message, donc c'est pour vous définir quel est l'objet de votre email. Est-ce que l'objet, c'est bien vendre, prospecter? Est-ce que c'est développer votre fichier client? Est-ce que c'est fidéliser, entretenir la relation que vous avez déjà avec vos clients? Ou est-ce que c'est générer plus de trafic vers votre site internet? Certains, forcément, se mélangent les uns avec les autres, Vendre, prospecter et générer du trafic vers son site internet, ça peut être 2 objectifs qu'on a. On souhaite vendre un produit et ce produit, il est en vente sur votre site, donc les 2 se mêlent. Mais au départ, posez-vous bien la question, demandez-vous bien quel est l'objectif de votre emailing? De ne pas avoir 50 objectifs en même temps, mais bien d'essayer de cibler. Encore une fois, est-ce que c'est, c'est vendre, prospecter, donc faire une offre découverte pour les nouveaux clients ou faire une promotion, un solde, une inscription à un jeu concours ou envoyer un questionnaire de satisfaction à vos clients actuels. Voilà, envoyer des tutoriels, proposer des avis clients, demander des avis pour les clients. Il y a plein d'objectifs qui peuvent être définis. Et encore une fois, plus l'objectif sera clair, plus la personne qui le recevra comprendra ce que vous souhaitez lui proposer et plus vous aurez des retours satisfaisants pour votre emailing. Bien définir le message, c'est quelque chose déjà de très important. Juste pour faire un petit focus entre la différence entre ce qu'on peut appeler emailing et newsletter, voilà. L'emailing a plutôt un caractère commercial.
pour proposer par exemple des promotions. Généralement, l'emailing, c'est des envois massifs à des prospects ou à des clients réguliers. C'est plutôt ponctuel l'emailing, donc c'est en fonction de l'activité. On définit le moment, ce qu'on a envie de proposer en termes d'aspect commercial. C'est direct, c'est court, c'est efficace. Ce qu'on appelle newsletter, c'est plutôt, à caractère relationnel. On va envoyer des informations utiles, uniquement aux personnes qui sont abonnées. La newsletter, c'est uniquement aux personnes qui ont souhaité s'abonner. Généralement, la newsletter est régulière, c'est-à-dire qu'on définit un planning de newsletter. C'est une fois par mois. On se dit: «Voilà, une fois par mois, j'envoie une newsletter à mes clients». C'est encore une fois, dans news, il y a bien information, et du coup, c'est plutôt rédigé, structuré avec des sujets variés. C'est vraiment la différence qu'on peut qualifier entre l'emailing, qui a plutôt un caractère promotionnel, et la newsletter, qui a plutôt un caractère informationnel. On a souvent tendance à confondre les 2, mais je voulais juste, rappeler ça. On a vu du coup qu'il faut sélectionner donc, le bon message. Quel est l'objectif de mon emailing? Il va falloir derrière se poser la question de la bonne cible. À qui je souhaite proposer mon emailing? On le sait, aujourd'hui, faire des envois massifs de manière indifférenciée, on a des retours qui ne sont pas forcément les bons. C'est un petit peu ce que j'expliquais au départ. Donc là, il va falloir se poser la question, parmi ma base de données, est-ce que je ne vais pas pouvoir effectuer ce qu'on appelle une segmentation? Ça veut dire segmenter, compartimenter ma base de données pour, envoyer un email personnalisé. Et du coup, se dire, encore une fois, j'ai pris l'exemple de la Saint-Valentin, et se dire: «Voilà, cet email-là, cet objectif que je me fixe, je vais le proposer uniquement à une partie de ma base de données, parce que, voilà, je souhaite cibler ce type de personnes-là, et donc je vais derrière construire un emailing qui leur sera uniquement, destiné». Donc voilà, cette question de l'emailing personnalisé, elle est très importante. On le voit, par exemple, si je souhaite envoyer un email, sur l'exemple que je vous mets, pour proposer des jouets à destination des enfants avant Noël, par exemple, cet emailing, sur ma base de données, si j'ai des personnes, qui potentiellement n'ont pas d'enfants, ou qui ont des enfants, mais du coup qui ne sont pas des enfants en bas âge, alors que là mon produit s'adresse bien à des enfants en bas âge, concrètement, ces personnes-là, potentiellement, il va falloir que je les sorte de ma base de données. Parce que voilà, là l'objectif, c'est bien que ça soit des parents, ou alors potentiellement, des grands-parents, qui, offrent des jouets, à leurs enfants ou à leurs petits-enfants en bas âge, pour Noël. Donc voilà, la question va se poser: est-ce que j'ai l'information sur ma base de données, concernant le fait que des personnes aient des enfants en bas âge ou pas? Donc ça va être un des critères qu'on va avoir dans une base de données. Mais voilà, la question de la segmentation, choisir sa cible, est très important. Alors après, quand on a des toutes petites bases de données, ou avec, peu d'informations sur les personnes qui s'y trouvent, forcément la segmentation sera difficile, et on va voir que du coup, il faut essayer d'avoir un maximum d'informations sur vos clients pour pouvoir segmenter. Plus on segmente, plus la cible sera bien choisie, et plus on aura des retours intéressants. On s'adressera à la bonne personne. Pour la personnalisation d'un email, donc, il va falloir, avoir 3 choses en tête. C'est bien connaître ses clients. Encore une fois, je viens de l'évoquer, mais ne pas se cantonner à une liste d'adresses, mais renseigner au maximum sa base de données. La segmenter potentiellement en plusieurs cibles, en fonction des données socio-démographiques ou socio-économiques. En fonction du rapport que la personne a avec votre entreprise. Est-ce que c'est un client très régulier, ou un client très occasionnel? Est-ce que c'est quelqu'un qui a un panier moyen chez vous, qui est plutôt faible, qui achète des petits produits, ou alors que c'est quelqu'un qui a des paniers, un panier moyen plus important? Et du coup, en fonction de tous ces critères-là, derrière, on va aller, adapter son email à la cible qu'on a sélectionnée. On personnalise, on différencie le ton ou l'approche, et on peut des fois aussi exclure d'une campagne les personnes qui ne sont pas touchées par le sujet. Encore une fois, on le verra, il n'y a rien de pire pour une personne, hein, vous ou moi, quand on reçoit un email et qu'on se dit: «Bah, voilà, mais pourquoi est-ce que je reçois cet email-là? Il ne me concerne pas du tout. Il n'est pas du tout en rapport avec ce que je suis, avec qui je suis, et cetera». Donc là, ils ont dû se tromper, voilà, ça me regarde pas, donc je laisse de côté, et du coup, je ferai moins attention potentiellement au suivant. Donc pour segmenter sa base de données, alors, une base de données, de toute façon, au départ, elle est forcément constituée, c'est le minimum, hein, ça y est même pas là-dessus, parce que du coup, j'enfonce une porte ouverte, mais au minimum, de toute façon, c'est, un nom, un prénom, ce qu'on appelle une civilité, hein, monsieur, madame, pour pouvoir dire: «Voilà, j'ai une base de données d'hommes et j'ai une base de données de femmes». Donc, civilité, nom, prénom, adresse email, numéro de téléphone si on le souhaite, mais ça, c'est encore autre chose, c'est un autre sujet. Et derrière, on peut avoir des aspects géographiques.
Est-ce que vous avez, par exemple, un code postal, un département, une région? Quel est l'âge de la personne? Bon, la question du CSP, c'est la catégorie socio-professionnelle, c'est un peu ça a un rapport avec les niveaux de revenus de la personne. Est-ce que vous avez cette information-là ou pas? C'est un peu plus compliqué. Ce qu'on appelle situation familiale, voilà, est-ce que c'est une personne qui est mariée? Est-ce qu'elle a des enfants? Quelle est la fréquence d'achat? Enfin, voilà, le montant moyen de l'achat, est-ce qu'il y a de la fidélité? Plus votre base de données sera renseignée, plus vous pourrez segmenter et proposer de l'emailing ou de la newsletter très ciblée à ces personnes-là. Ça peut faire peur, hein, je suis sûr que derrière leur écran là, j'ai l'habitude, hein, il y en a qui se disent: «Ouh là là, mais ces informations-là, on les possède jamais». Voilà, là, je vous présente un exemple qui serait, l'exemple qu'il faudrait réussir à atteindre, même si je sais très bien pour la plupart d'entre vous, votre base de données se cantonne à, monsieur, madame, nom, prénom, adresse email. Dans la mesure du possible, essayez de la renseigner un maximum pour tendre, vers cet élément-là. Après, qu'on ait sélectionné effectivement le bon message à la bonne personne, il y a la question du bon moment. Alors il y a effectivement le bon moment au-delà de l'heure et du jour, duquel pour lesquels je vais expliquer ça sur cette slide-là. Il y a vraiment de toute façon le bon moment, comme je l'ai expliqué, hein. Si je souhaite, vendre des glaces, potentiellement je vais pas les vendre en plein hiver, sauf si c'est des bûches glacées avant Noël. Voilà, les glaces, on le sait, ça va être surtout pendant l'été que je vais les vendre. Donc, il y a forcément des pics d'activité, des moments qui sont liés aux produits que vous allez vendre, qui sont spécifiques. Après, il y a là vraiment la question qui se pose souvent, que les chefs d'entreprise se posent souvent, du jour et de l'heure. Il y a des statistiques de manière générale qui sont éditées, parmi tous les logiciels d'envoi d'emailing qui font des statistiques globales et qui disent que vraisemblablement le meilleur jour pour avoir des taux d'ouverture les plus importants, ce qu'on appelle taux d'ouverture, on le verra par la suite, donc c'est le nombre de personnes qui ont ouvert votre emailing sur le nombre de personnes qui l'ont reçu. Donc il faut essayer de maximiser ce taux d'ouverture. On estime que le meilleur jour serait le mardi. C'est là où on a des taux d'ouverture les plus importants et des taux de clics les plus importants. Donc ça serait le mardi et potentiellement aussi, le vendredi, et avec les heures, la meilleure heure pour un envoi d'emailing serait 10 heures. 10 heures du matin. Après, on voit 20 heures, 14 heures et 6 heures du matin parce que à chaque fois, il y a une petite explication, hein. 10 heures, c'est au milieu de la matinée, 20 heures, c'est le soir, quand on prend le temps, quand les enfants sont allés se coucher, qu'on prend le temps de regarder ses emails. 14 heures, c'est plutôt après la pause déjeuner où on regarde ses emails personnels. Donc voilà, ça veut dire que le meilleur jour et la meilleure heure, ça serait de se dire: «J'envoie un le mardi à 10 heures», ça serait la meilleure des solutions. Il n'y a pas de vérité absolue. Le seul moyen de savoir quel est ce qui fonctionnera le mieux pour vous, c'est potentiellement, d'essayer plusieurs jours et plusieurs timings en se disant: «Bah, mon premier email, je le fais un mardi à 10 heures et peut-être que celui d'après, je vais tester le vendredi à 14 heures et puis après, bah, je vais regarder qu'est-ce qui fonctionne le mieux aussi». Bon, il n'y a pas que le critère du jour et de l'heure qui vont rentrer en compte, mais ça peut être le moyen de tester. Il n'y a pas de vérité absolue. Quoi qu'il en soit, il faut tester ces emails. Vos campagnes d'emailing seront toujours perfectibles. Il y a une technique, ça c'est pareil, c'est si on souhaite aller un petit peu plus loin, hein, dans l'utilisation de l'emailing, quand ça commence à devenir un outil important pour l'entreprise, on peut tester faire ce qu'on appelle de l'A/B testing, c'est-à-dire, envoyer en fait, votre emailing, et faire des tests sur 2 échantillons. Vous prenez, un email et vous envoyez 2 versions, donc, avec 2 horaires de diffusion et 2 tons différents, pourquoi pas 2 images différentes et puis vous allez regarder, donc celui qui a le mieux fonctionné avec toujours le même objectif, hein. Par exemple, l'objectif étant de vendre un produit sur le site internet, bah, vous allez, faire un envoi d'emailing avec 2 horaires différents à 2 bases de données différentes et vous allez regarder celui qui fonctionne le mieux. Donc il y a ces astuces d'A/B testing qui permettent de tester 2 choses et de regarder, encore une fois, celle avec laquelle vous obtenez les meilleurs résultats. Ça, c'est quand on va un petit peu plus loin, quand ça commence à devenir un outil important pour l'entreprise, qu'on peut tester ça. Pour rendre votre email efficace, donc là, on va parler du contenu à proprement parler de l'email. Les 3 critères d'efficacité vont être donc d'être lu, de réussir à rassurer le destinataire sur le contenu de l'email et sur ce que vous proposez et d'inciter le destinataire à l'action. Ce qu'on va voir, ce qui est un élément, hein, très important, hein, donc c'est bien chaque emailing a bien une action spécifique qui doit être mise en place par le destinataire.
Donc être lu, ça veut dire que dans un premier temps, il va falloir soigner l'objet du mail que l'on envoie. Donc il va falloir avoir un titre d'emailing qui est propre et qui est concis. On estime qu'un titre d'email doit comporter entre 40 et 70 caractères maximum. Parce qu'au-delà de 70 caractères, on n'aura pas la totalité du titre de l'email qui va s'afficher pour le destinataire. Ce qu'on appelle titre de l'email, je vous mets 3 exemples là sur les erreurs à ne pas faire. Par exemple, un titre de l'email, c'est le premier: «Attention, programme à tout numérique, les inscriptions sont lancées». Donc ça, c'est un titre d'email, donc avec un nombre de caractères. Donc entre 40 et 70, propre et concis. On évite des mots interdits et donc là, je vous ai mis, hein, sur les 3 erreurs à ne pas faire, le «attention» en majuscule avec un point entre chaque lettre, le «offre immanquable 100 gratuit», tous les sur le troisième, le programme à tout numérique, tout en majuscule avec, 10 points d'exclamation. Voilà, ça, c'est des erreurs qui sont à ne pas faire, parce que, nos, comment dire, boîtes mail ont ce qu'on appelle un petit peu des pare-feux. Elles analysent les emails qui sont en provenance, donc, des utilisateurs, les emails qu'on reçoit et donc, ce sont des mots dits interdits, le gratuit, 100 gratuit, tous ces éléments-là, nos boîtes mail ne les aiment pas du tout et elles vont immédiatement, les faire passer en spam. Donc voilà, il faut quelque chose de propre, quelque chose d'accrocheur, un titre accrocheur en évitant effectivement, pas mal de mots interdits. Et du coup, petit truc en plus, c'est penser à soigner, ce qu'on appelle le pré-header. Le pré-header, ça va être, le texte qui va s'afficher après le titre. Donc si on prend, l'exemple du dessous là, celui qui se trouve ici. On a un bon exemple avec, dernier jour jusqu'à -40. Donc il n'y a pas marqué gratuit, offre immanquable, ne ratez pas cette offre et cetera. Il y a juste, un titre accrocheur avec, du coup une réduction, et à côté on a, ce qu'on appelle un pré-header, le compte à rebours est activé, ne passez pas à côté de. Donc c'est voilà, c'est accrocheur, ça donne envie d'aller voir. On a ici un mauvais pré-header où on a un titre, la lettre atout numérique numéro 3 et un pré-header qui est voir la version en ligne. Du coup, ça nous donne pas du tout d'informations sur le contenu, ça nous donne pas forcément envie de cliquer et d'aller en savoir plus. Donc ça, ce sont des éléments qui se règlent dans le logiciel, on le verra par la suite, dans le logiciel d'emailing à proprement parler. Après, donc être lu, c'est aussi, faire attention à l'affichage de votre emailing. Dans un email, il va falloir essayer au maximum d'équilibrer le ratio texte-image. On estime que le ratio doit être à peu près de 50-50, c'est-à-dire qu'il faut, sur un contenu, à peu près avoir 50 de contenu texte et 50 de contenu image. À la fois, le contenu image, il est important parce qu'il donne envie. On fait toujours beaucoup plus attention aux images qu'aux textes, hein. Les textes, on les lit pas forcément, mais les images nous donnent de l'information sur le contenu et une fois qu'on est, attrapé par l'image, forcément, on va aller peut-être en lire pour en savoir plus. Il faut savoir malgré tout que, par défaut et de toute façon, on ne pourra pas faire autrement. Certains webmails, donc nos fournisseurs de boîtes mail, n'affichent pas les images. Par défaut, généralement, Outlook, Yahoo, Thunderbird ne va pas afficher l'image par défaut. Donc ça sera à l'utilisateur d'aller, télécharger les images et de toute façon, ça, vous ne pourrez pas le contourner, vous ne pourrez pas faire autrement. Malheureusement, c'est comme ça que ça fonctionne. Il va falloir essayer d'adapter au maximum, le format de vos emails à la lecture sur smartphone. Donc comme pour votre site internet, votre envoi d'emailing doit être ce qu'on appelle responsive design. Qu'est-ce que ça veut dire ce mot-là? Ça veut dire que votre email, il doit être adapté, il doit s'adapter de manière automatique au support sur lequel il est lu. C'est-à-dire que l'utilisateur lise votre emailing sur un ordinateur, sur un smartphone ou sur une tablette, votre format d'emailing doit s'adapter de manière automatique au support. Aujourd'hui, les statistiques nous disent qu'il y a peu plus d'un email sur 2 est lu aujourd'hui sur smartphone. Donc voilà, ça veut dire qu'un email qui ne serait pas adapté sur smartphone, qui ne s'afficherait pas correctement, du coup, forcément ne sera pas consulté. Ces éléments-là de responsive design, c'est pareil, on en reparlera tout à l'heure. Voilà, comment est-ce que je fais pour faire en sorte que mon email soit responsive design? Je passe par des logiciels spécifiques d'envoi d'emailing qui vont me proposer des modèles, des templates d'email, donc comment dire, des formats d'email qui seront automatiquement, adaptés et adaptables au support sur lequel ils seront lus, avec des logiciels spécifiques. Dans tous les cas, quel que soit le logiciel que vous utilisez, testez-vous.
envoyez-vous l'email. Donc vous pouvez faire des tests, hein. Vous l'envoyez à 2-3 personnes, des contacts proches, pour regarder le résultat de votre email. Voilà, pour prévisualiser l'affichage de votre email, il faut faire des tests avant de l'envoyer à toute sa base de données. On se le teste à soi, on se le teste à 2-3 personnes proches pour vérifier que tout fonctionne. Parce qu'il n'y a rien de pire que d'envoyer un email à tout le monde et puis d'avoir des retours en disant ben, ça marche pas, on n'est pas capable de le lire, il n'y a rien qui fonctionne, le bouton que vous avez mis ne fonctionne pas. Et du coup, on se dit bah mince, parce que c'est parti à 100, 200, 300 ou 1000 personnes, et ben, du coup, je ne l'ai pas testé avant et je me rends compte maintenant que ça ne fonctionne pas. Donc dans tous les cas, testez, prévisualisez l'affichage de votre email. Bon, attention aux images effectivement qui sont contenues, comment dire? Sur votre emailing. Voilà, bien vérifier que les images sont pas trop importantes, et voilà qu'elles fonctionnent malgré tout, même si on sait il y a certains webmails qui vont ne pas les afficher. Voilà, faites malgré tout attention aux images, à la taille de l'image. Il ne faut pas non plus qu'elle soit trop importante, trop grosse, parce que sinon, de toute façon, les utilisateurs, ça mettra très longtemps à charger et potentiellement, ça peut poser certains problèmes. Après, il va falloir réussir à rassurer le lecteur. Rassurer le lecteur donc, pour que le lecteur vous reconnaisse, c'est-à-dire que le lecteur sache que c'est bien vous, qui envoyez l'emailing, parce que du coup, il vous connaît et qu'il a confiance en vous. Ça veut dire qu'il va falloir penser un petit peu à ces 3 éléments-là, à savoir, reprendre la charte graphique de votre site internet si vous en avez un ou de vos réseaux sociaux. J'entends par là effectivement tout ce qui va être couleur, logo, donc à poser le logo de manière visible tout en haut de l'email pour faciliter l'identification de votre entreprise. Voilà, il faut que l'utilisateur, quand il reçoit votre email, il sache que c'est en provenance de vous et que c'est pas potentiellement un emailing frauduleux. Donc reprendre la charte graphique, apposer votre logo de manière visible et toujours sur votre emailing, proposer un encart avec vos coordonnées où les destinataires pourront vous joindre. C'est-à-dire que potentiellement, ils voient l'emailing et après, s'ils veulent en savoir plus aussi, ils ont les coordonnées qui apparaissent. Généralement, les coordonnées, on va les retrouver plutôt en bas de l'email avec, bon, si vous avez une boutique, vous mettez l'adresse, s'il y a un numéro de téléphone, vous mettez le numéro de téléphone, etc. Voilà, comment dire, ça rassure le destinataire sur la crédibilité de votre démarche. Pour aussi rassurer le lecteur, il faut toujours lui proposer un lien de désabonnement. Alors au-delà de là de ce qu'on peut dire, de la réassurance, c'est aussi de toute façon une règle obligatoire. Donc la loi impose que si vous envoyez un email à une personne, cette personne doit avoir obligatoirement la possibilité de se désabonner. Donc ça voilà, c'est à la fois le rassurer et c'est à la fois, la loi qui nous impose de faire ça. Chaque email doit proposer une option de désabonnement simple et gratuite. Le lien de désabonnement, c'est aussi bien pour les internautes parce que du coup, ils ont confiance, ils se sentent pas piégés, l'utilisateur, et il se dit à tout moment: «Si j'ai plus envie de recevoir l'email en provenance de telle ou telle entreprise, j'ai la possibilité de m'y désabonner». On a tous eu, la mésaventure et on connaît tous ce problème-là, où des fois on se désabonne, d'une newsletter ou d'un emailing et malgré tout on continue à recevoir, c'est-à-dire que voilà, il y a certaines entreprises qui font fi de votre désabonnement, qui mettent le lien parce que la loi leur impose de le mettre et derrière en fait qui vous suppriment pas de leur base de données. Donc là, bah, il y a pas d'autre moyen après que potentiellement d'aller porter plainte, mais c'est pas quelque chose qu'on va faire donc bah, «on subit» entre guillemets. Donc je vous ai mis un exemple, hein, cet email a été envoyé, bon peu importe et donc voilà, j'ai, un lien de désabonnement ici. Voilà comment ça se présente: «Je ne veux plus recevoir de nouvelles de Rank Explorer». Alors après ça, c'est chacun qui met le bout de texte qui va derrière. Voilà: «Je souhaite me désabonner, je ne veux plus recevoir de nouvelles» et cetera, voilà, mais c'est bien un lien de désabonnement. Une bonne pratique que, les logiciels d'envoi d'email proposent aussi, c'est qu'avant de proposer le désabonnement, on peut, proposer la raison pour laquelle l'email a été envoyé. Voilà, vous recevez cet email suite à votre inscription à la newsletter. Donc en gros, on lui rappelle pourquoi est-ce qu'il reçoit cet email et du coup, voilà, on peut avoir des désabonnements qui seront moindres par rapport à ça. Pour rassurer le lecteur aussi, il y a tout ce qui va être, mention légale, donc rappeler dans un petit paragraphe les mentions légales, et les informations, obligatoires, concernant, votre site internet. Hop.
Donc, mention obligatoire et mention légale, ça va être essentiellement effectivement les coordonnées de votre entreprise, comme je l'ai indiqué tout à l'heure, un numéro de téléphone, et aussi potentiellement les conditions d'utilisation des informations personnelles. On va le voir un petit peu avec le RGPD. Et voilà, préciser s'il y a une offre, en tout cas, les conditions de l'offre, s'il y a quelque chose autour d'un -30, -40%, une promotion, peu importe. Précisez bien les règles qui encadrent votre offre, les conditions, la question des délais de livraison, les conditions de participation à un jeu concours, voilà, les dates d'annonce des résultats. Tous ces éléments-là, encore une fois, permettent de rassurer le lecteur dans ces différents cas. Après, pour faciliter la lecture, donc, ce qui est aussi important pour l'internaute, c'est bien qu'il lise l'email. Les conditions de lecture d'un email, voilà, on voit que c'est généralement 18%, moins de 15 secondes. La grande majorité va passer moins d'une minute sur la lecture de votre email. On lit en diagonale, on regarde les images, on regarde les titres et on regarde le bouton d'appel à l'action. Ça veut dire que votre emailing devra être clair et concis. Il ne faut pas qu'il y ait 150 informations à l'intérieur. Il faut que le design soit épuré, qu'il y ait 1 à 2 idées principales maximum dans l'email. Encore une fois, à partir du moment où on dépasse ces seuils-là, on constate qu'on perd des utilisateurs et que l'utilisateur ne comprend pas vraiment comment dire, l'objet de l'email. Vous lui proposez quelque chose, mais s'il y a plusieurs contenus, plusieurs idées principales, on peut être perdu en sachant qu'on passe peu de temps à les lire. Donc n'écrivez que l'essentiel, utilisez des liens qui vont mener vers votre site internet ou vers vos réseaux sociaux. Et dans un emailing, de toute façon, le plus important est bien au début. C'est comme dans un magasin, ce qu'on appelle un peu la tête de gondole. On attire grâce à ça. Voilà, donc on a le début de l'email où on met l'objet de l'email le plus important au départ. Et après, on peut diluer un petit peu avec ces fameux boutons d'appel à l'action. On va voir du coup de toute façon un ou deux exemples. Ces boutons d'appel à l'action, ils doivent être immanquables, évidents. Ils doivent avoir une mise en page qui les rend identifiables par rapport au reste de l'email, en termes de couleur, en termes de graphisme. Alors, il ne s'agit pas d'avoir des boutons jaune fluo qui clignotent dans tous les sens, etc. Parce que là, du coup, ça peut faire un peu peur. Mais malgré tout, en termes de charte graphique, ils doivent se différencier parce que c'est bien ce qu'on va chercher à obtenir. Un téléchargement, cliquez ici, acheter, obtenir plus d'informations, lire la suite, donner votre avis. C'est bien ce qu'on va chercher à obtenir dans un email. Donc ces boutons, ils doivent être entre guillemets rares. Il doit y en avoir 1 à 3 par email pour pas le noyer le lecteur. Et la mise en page de l'email doit faire en sorte que l'utilisateur converge vers ce bouton d'appel à l'action. Et ces boutons d'appel à l'action doivent avoir des verbes, ce qu'on appelle le wording. Les verbes doivent inciter les gens à cliquer. Encore une fois, télécharger, découvrez, cliquez, obtenez, acheter, lire la suite. Voilà, c'est des boutons, des termes qui sont entre guillemets incitatifs. Alors je mets attention, comment dire? Heu, un bouton d'appel à l'action est égal une page d'atterrissage. Ça, c'est des choses qui sont importantes, qui sont malheureusement sous-estimées par les entreprises. Si vous mettez en place un emailing avec une offre promotionnelle, avec, une information spécifique, et cetera, l'utilisateur, quand il va cliquer sur le bouton pour, bénéficier de l'offre, télécharger un document ou donner son avis, lui, ce qui va l'intéresser, c'est de tomber sur une page qui reprenne l'ensemble de ces éléments-là. Ce qu'on appelle une page d'atterrissage ou une landing page. Ça veut dire que potentiellement sur votre site, il faudrait, je dis bien il faudrait, créer une page spécifiquement dédiée à ça, dédiée à l'emailing, qui reprenne l'ensemble des éléments et qui du coup lui fasse part de la promotion, de l'offre, de l'information pour laquelle l'utilisateur a été amené à cliquer sur le bouton. Voilà, normalement, il faudrait avoir une page d'atterrissage, une landing page par appel à l'action, par bouton d'appel à l'action, voilà, pour que l'utilisateur ne soit pas perdu et qu'il retrouve clairement l'information pour laquelle il a cliqué sur le bouton. Donc là, je vous montre un exemple, d'emailing, voilà, avec, ce qu'on va appeler, la ligne de flottaison. Donc tout à l'heure, je disais, qu'il faut mettre le plus important au-dessus de cette fameuse ligne de flottaison. La ligne de flottaison, en fait, c'est ce qui apparaîtra à l'écran de l'utilisateur sans qu'il ait besoin de commencer à ce qu'on appelle scroller ou en tout cas descendre sur le contenu de votre email pour en savoir plus. On a, un email peut se présenter de cette manière-là. Alors là, je vous ai mis un exemple, hein, sur Oxybul, avec ce qu'on appelle un pré-header tout en haut avec une phrase d'introduction, donc où on va retrouver
généralement le logo de l'entreprise. On va retrouver potentiellement ce qu'on appelle un header avec, un lien vers la page d'accueil du site internet sinon si on en a un. Donc on peut aussi mettre des menus sur un emailing. Donc là, on le voit, hein, il y a marqué, «Il y a du talent dans chaque enfant» avec le on peut en cliquant dessus donc retourner vers le site internet, vers la page d'accueil et après on va retrouver donc en dessous le message principal avec, un mélange effectivement d'images et de texte et un bouton d'appel à l'action. Donc là, ce qu'ils nous proposent, c'est effectivement moins 10 € tous les 40 € d'achat et il y a le bouton «J'en profite». Voilà, il y a toutes les conditions, donc il y a une histoire de code. Il nous dit que c'est hors produit étoilé, que c'est sur internet et en magasin jusqu'au 26 novembre, et voilà, du coup, là, je peux cliquer sur «J'en profite» et donc je retomberai bien sur le site internet qui va me faire profiter de l'offre. Après, il y a le message secondaire qui apparaît en dessous parce qu'on a le droit de se tromper, il y a les retours acceptés. Donc là, ils veulent, nous dire que, nous faire part du fait que si vous vous êtes trompé, les retours sont acceptés. Donc ils nous renvoient vers leur site internet, pareil, pour en savoir plus. Et après, on va retrouver ce qu'on appelle le footer, donc plutôt le bas de l'emailing, avec, les liens vers l'ensemble des réseaux sociaux. Avec, un lien vers les différents magasins, de la marque et puis après tout ce qui va être encore une fois, la question des éléments de réassurance avec, les délais de livraison, avec les conditions de l'offre et cetera. Donc voilà, on a ici effectivement, un emailing potentiellement, plutôt réussi avec encore une fois pré-header, header, message principal, message secondaire et enfin le footer. On peut avoir différents gabarits d'email, hein, je vous en ai montré un, mais on peut en avoir différents. Voilà, en format triangle, ce qu'on appelle triangle avec, le contenu, comment dire? Principal qui se trouve dans le triangle qui renvoie, vers le bouton d'appel à l'action, au bas du triangle. On peut avoir, des emailing sous format rectangulaire avec, différentes images qui se présentent sous format de rectangle ou alors sous format de zigzag, voilà. Il y a plein de formats qu'on peut adopter en ayant toujours, en tête qu'on cherche à obtenir de la part de l'internaute une action qui clique sur un bouton pour être renvoyé vers le site internet, vers l'offre en question, vers l'information qu'il cherche à obtenir. Ça, c'est je vous montre un exemple, hein, de préparation d'emailing. Ça peut être intéressant de travailler de cette manière-là, avant d'envoyer l'email en se disant, voilà, un petit peu tout ce que j'ai évoqué depuis le départ. Quelle est ma cible? Auprès de qui je souhaite m'adresser? Quelle est la date? Ou est-ce qu'il y a une fréquence? Quel est l'objet de l'email? Quel est l'appel à l'action que je souhaite obtenir? Encore une fois, est-ce que c'est télécharger un document, bénéficier d'une offre, en savoir plus sur un produit ou sur un service, découvrir, l'entreprise? J'en sais rien. Quels sont les objectifs ou les indicateurs que je vais chercher à mesurer? Quels sont les points à développer, donc dans le contenu de mon emailing? Et derrière se dire aussi: «Voilà, je vais, travailler sur telle image» et cetera. Ça permet d'avoir un petit outil de préparation, voilà et d'être sûr que, en amont de l'envoi d'emailing, on a bien réfléchi à tous ces éléments-là. Ah et maintenant on va voir un petit peu un aspect sur les règles en vigueur à respecter. C'est pas forcément l'aspect le plus sympa, mais il faut avoir conscience de ça. Pour vous, c'est quelque chose d'important. Heu, alors aujourd'hui, si vous voulez envoyer un emailing à quelqu'un, en France, il n'est pas autorisé d'envoyer des messages, commerciaux à des particuliers ou des personnes physiques sans leur consentement préalable. Concernant le B2B, donc si vous envoyez des emailing à d'autres entreprises, parce que votre client est une entreprise, c'est un peu différent. Là, il y a une règle qui est entre guillemets «moins contraignante» que, pour des personnes physiques, ou des particuliers. Il y a des exceptions à ces règles que je vais vous présenter, mais malgré tout, normalement, il faut garder en tête que si vous souhaitez envoyer un emailing à quelqu'un, vous devez au préalable avoir obtenu son consentement et vous devez même avoir la preuve de son consentement. Ça, on reverra ça aussi par la suite. Quand vous envoyez un email aujourd'hui, la bonne méthode est ce qu'on appelle l'opt-in, ce qu'on va trouver en en 3 position. C'est-à-dire, par exemple, quelqu'un qui vient effectuer un achat sur votre site internet ou qui va s'abonner à votre emailing sur votre site internet, il doit y avoir une case à cocher et donc c'est bien l'utilisateur qui doit cocher cette case, pour vous autoriser à l'envoi de publicités ou de newsletters à l'adresse mail qu'il a indiquée.
La méthode qui consistait auparavant à avoir des cases pré-cochées, aujourd'hui c'est interdit. Ça veut dire la case pré-cochée qui indique je souhaite recevoir des emailing de la part de telle entreprise. Avec la case pré-cochée, aujourd'hui c'est quelque chose d'interdit. C'est bien à l'internaute d'effectuer l'action d'acceptation de l'envoi d'emailing. Donc c'est à lui de cocher la case. La case doit être décochée au départ. Il y a ce qu'on appelle le double opt-in qui est aujourd'hui la meilleure des solutions, c'est-à-dire que la personne inscrit son adresse email, coche la case comme quoi elle est d'accord pour recevoir des emails en provenance de vous, et derrière, elle va recevoir un emailing lui disant « Vous avez souhaité vous inscrire. Pour finaliser votre inscription, cliquez ici ». Donc, il y a ce qu'on appelle un double opt-in, c'est une deuxième vérification, une deuxième acceptation de la part de l'internaute. Déjà, si vous avez des cases précochées sur votre site internet, c'est déjà une bonne chose. Comment est-ce qu'on se constitue des bases de données? Aujourd'hui, il existe des solutions gratuites. La première des solutions, effectivement, enfin celle à laquelle on pense, ça peut être l'inscription sur des sites internet. Celle aussi qui fonctionne très bien, ça peut être l'intégration de contacts par des personnes qui sont montrées intéressées par vos biens ou vos services lors d'un événement, lors d'un rendez-vous au téléphone ou lors d'un achat. Alors au téléphone, c'est un peu plus compliqué de réussir à obtenir l'accord entre guillemets écrit de la part de la personne. Mais si vous faites des salons, si vous rencontrez des clients en physique, si vous avez une boutique physique et que des clients viennent acheter, pourquoi ne pas leur faire remplir un petit formulaire papier où ils vont effectivement, là sur papier, cocher une case, rentrer leurs coordonnées, cocher la case comme quoi ils acceptent de recevoir des emails en provenance de votre entreprise. Donc voilà, cet élément-là, il faut dire qu'il n'y a pas que sur le site internet qu'on peut obtenir ces adresses mail, mais c'est bien par tous les contacts que vous avez avec vos clients. Alors un client pour lequel, voilà, vous avez simplement effectué un devis ou une facture, et que du coup vous avez son adresse email, normalement cette personne-là, elle vous a donné ses coordonnées uniquement, dans le cadre du traitement de votre, devis ou de votre facture, mais pas pour recevoir des emails à caractère commercial. Donc il faudrait normalement obtenir son accord, donc un accord tacite, lui faire signer un petit papier comme quoi elle coche la case et elle accepte que. Et après, effectivement, sur le site web, on a la création du compte fidélité, l'inscription à la newsletter, la participation à un jeu concours. Tous ces éléments-là aussi permettent de récolter des adresses email dans la mesure où la personne a coché la petite case dont je parlais avant. Et après, il y a les solutions payantes. Heu, alors, il y a ce qu'on appelle la co-registration, c'est l'obtention d'adresses mail mutualisées. Donc, vous demandez à un site éditeur d'intégrer sur son site à lui, comment dire? Un formulaire de contact, et si la personne coche comme quoi elle est d'accord, en fait, le truc c'est que les données du contact sont renvoyées à plusieurs prestataires qui du coup, vous payez par rapport au nombre de contacts obtenus. La seconde solution, c'est celle de la location ou de l'achat de bases de données. Je suis un peu sceptique par rapport à ces solutions-là. Je vous avoue que jusqu'à aujourd'hui, toutes les entreprises avec lesquelles j'ai pu travailler qui ont acheté des bases de données se sont retrouvées avec des bases de données qui en fait sont pas du tout qualifiées, où les adresses email à l'intérieur potentiellement sont pas bonnes, il y en a une sur 2 qui ne fonctionne pas. Et surtout, les prestataires vous vendent des bases de données, mais vraisemblablement n'ont pas, elles enfin le prestataire n'a pas respecté, la condition que j'évoquais avant, à savoir qu'en fait, elles revendent des bases de données de manière illégale, parce que, les clients qui, font partie de ces bases de données-là n'ont pas accepté et donné leur accord pour que leurs coordonnées soient revendues à d'autres prestataires. Donc voilà, j'ai tendance à déconseiller, voire, surtout ne pas recommander l'achat de bases de données. Voilà, constituez vous-même votre propre base de données avec vos clients, avec les contacts que vous rencontrez, avec vos prospects. Évitez voilà, d'aller acheter des bases de données. Donc la récolte de contacts sur le site internet, je l'ai évoqué tout à l'heure, hein, voilà, la question de l'inscription à la newsletter, ou la fameuse fenêtre pop-up. La fenêtre pop-up, si on en a une sur son site internet, on l'a tous vu, hein, c'est la petite fenêtre qui vient s'afficher et qui nous propose quelque chose. Elle doit apparaître qu'une seule fois, elle doit pas prendre toute la page, parce que sinon on se sent piégé, du coup on sort du site internet, on ne sait pas comment la fermer et cetera. C'est un peu agressif.
Si la personne est déjà inscrite, elle doit pas apparaître. Bon, ça veut dire ça sous-entend potentiellement que vous avez des logiciels qui permettent de le faire. Elle doit être facile à fermer et ça peut être aussi intéressant de se dire, voilà, pour obtenir un petit peu plus d'inscriptions, et d'adresses mail, pourquoi aussi ne pas proposer un service ou une offre à vos clients en disant, voilà, on le voit, sur La Redoute, par exemple, ils vous disent: «Bah, voilà, si vous inscrivez à notre newsletter, il y a une offre de bienvenue qui est de 10 € sur votre prochaine commande» et donc comme ça vous permet potentiellement de récupérer des adresses mail plus facilement. Alors, voilà, là, c'est La Redoute, hein, 10 € sur chaque commande, ça peut paraître énorme. Vous, ça peut être, voilà, qu'est-ce que vous avez à proposer aux personnes en contrepartie, de la fourniture de leur adresse mail? Parce que sinon, on le sait, hein, on peut mettre des encarts de cette manière-là sur son site internet, mais c'est bizarre parce qu'on n'en récolte jamais. Oui, mais parce que du coup, qu'est-ce que vous offrez en face? Quel est l'intérêt? Qu'est-ce que vous offrez effectivement au client, en contrepartie de son adresse mail? Quel est l'intérêt pour lui de vous donner son adresse? En termes d'autres aspects entre guillemets «légaux», le voilà, il faut bien de toute façon quand vous envoyez un email, vous identifier, pas dissimuler votre identité. La personne pour le compte de laquelle l'email est envoyé a l'obligation de s'identifier dans son message, son nom, ses coordonnées, donc il faut qu'on sache que c'est bien vous qui envoyez l'email. Et il faut être transparent, il ne faut pas mentionner, un objet sans rapport avec le contenu, la nature publicitaire ou commerciale du message doit apparaître de manière claire dans l'objet ou le corps de texte. Il y a ce fameux RGPD qui est arrivé, il y a peu de temps, enfin en 2018. Quand je dis il y a peu de temps, ça fait un peu plus de 3 ans, mais où je pense que vous avez toutes et tous entendu parler. Il est interdit d'utiliser des emails obtenus, via l'opt-out, ce que je vous ai montré tout à l'heure avec ces cases précochées. Le consentement doit être explicite et demandé de manière, tacite. Votre contact doit vous donner l'autorisation d'appartenir aux listes de diffusion. Vous devez être en mesure de prouver que vous avez obtenu le consentement de vos contacts. Vous devez être en mesure de fournir un registre de l'utilisation que vous faites de vos données clients. Ça, c'est ce fameux registre des traitements issus du RGPD. Malheureusement, je ne vais pas vous faire un cours là-dessus aujourd'hui, parce que ça, on pourrait y passer des heures. Et en cas de profilage, vous devez informer les personnes concernées et leur offrir la possibilité de ne pas accepter. Ça, c'est un peu plus complexe, mais voilà, normalement, vous devez respecter ces règles-là, ou en tout cas, voilà, avoir l'accord de vos clients et tenir à jour dans le cadre du RGPD des registres de traitement. Il va falloir essayer d'éviter le spam pour vous, faire en sorte que votre email soit bien délivré. Ça, c'est une autre question. Est-ce que mon email est bien tombé dans la boîte mail du destinataire? Et donc là, c'est pareil, on a tous en fait des pare-feux sur nos emails. Donc, vous pouvez toujours, avec un outil de mesure de délivrabilité, celui que j'ai mis, Mail Tester, tester effectivement votre email, et lui va vous donner des indications sur le fait que d'après lui, votre email a de grandes chances de tomber de manière correcte dans la boîte mail de l'utilisateur et pas, dans les spams et cetera. Donc voilà, ça, il s'agit de se tester et de tester son email avant de l'envoyer pour être sûr que votre email soit bien délivré. Pour qu'il soit délivré, j'en ai déjà parlé tout à l'heure, mais il y a quelques éléments qu'il faut essayer de respecter. Pas de spam words, donc ces mots, comme on a dit tout à l'heure, hein, gratuit, super offre, c'est magique, et cetera. Tous ces éléments-là, tous ces mots-là, nos boîtes mail ne les aiment pas du tout. Ne mettez pas de pièces jointes dans vos emailing. Ça doit être dans le corps du texte et il doit y avoir des boutons qui permettent d'accéder. Et attention aux liens brisés. Faites attention s'il y a un lien qui doit mener vers une page internet. Il faut être sûr que le lien fonctionne bien. Donc on en revient à ce qu'on a disait tout à l'heure. C'est bien toujours tester vos emails à l'avance. Pour éviter le spam, donc la réaction du destinataire est importante, hein. Ça sera bon si, l'utilisateur sort votre mail de l'onglet spam. S'il le passe dans sa boîte de réception, c'est bon pour vous. Si vous avez des bons taux d'ouverture, des bons taux de clics, si l'adresse de l'email, de l'expéditeur fait partie du carnet d'adresses, forcément, ça sera toujours meilleur. Par contre, si, quand vous envoyez un mail, la personne qui le reçoit va, elle, faire l'action de le placer dans les spams, si elle le supprime avant l'ouverture ou si elle se désinscrit, tout ça sont des éléments qui vont pas être positifs pour vos futurs envois d'emails. Et du coup, voilà, nos boîtes mail vont voir tous ces indices-là,
pour dire: «OK, si tu l'as placé dans les spams ou si tu l'as supprimé avant la même l'ouverture, si, dans le futur, je vois arriver des emails en provenance de cette personne, je vais moi du coup, j'ai tous ces indices qui me permettent de savoir que tu n'es pas intéressé potentiellement par les emails en provenance de cette personne, donc je vais, ne pas te les proposer ou les faire passer dans les spams directement». Pour éviter de tomber dans les spams, toujours garder une base de données à jour. C'est-à-dire qu'il faut que vos adresses mail soient toujours bonnes. Donc si, vous constatez qu'il y en a une qui fonctionne plus, qui n'est plus bonne, il faut soit la supprimer, soit la modifier. Il faut donc utiliser une adresse d'expéditeur propre, ça revient, je dis. Toujours tester aussi, votre liste de diffusion avec un outil que je vous présente là, vous pourrez aller jeter un coup d'œil. Doser la fréquence des emails, c'est-à-dire ne pas en envoyer un par jour et surtout jamais, au grand jamais, n'envoyez d'email avec votre propre messagerie personnelle. Il faut obligatoirement que vous utilisiez des outils professionnels, des outils qui vont vous permettre effectivement d'envoyer des emailing en masse sans jamais passer par votre boîte mail perso. Ça, c'est un des principaux écueils que je rencontre auprès des artisans commerçants avec lesquels je travaille. C'est que quand je leur demande: «Bah, vos emails, vous les envoyez comment?» Ils disent: «Bah, depuis ma boîte mail, hop, je tape du texte, j'insère une image, et depuis donc ma mon adresse Gmail, depuis l'adresse de mon entreprise, j'envoie les emails directement à ma base de données et vu que j'ai, 150, 200 ou 300 personnes, bah, je vais du coup découper. J'envoie les emails, 20 par 20, par paquet de 20 ou par paquet de 50 parce que je peux pas en mettre plus». Voilà et ça, c'est, très, très, très mauvais. C'est-à-dire que c'est en fait, ce qui va se passer, c'est que c'est votre propre adresse mail à vous ou l'adresse mail professionnelle qui va être, en fait, spammée. C'est-à-dire que les boîtes mail de vos utilisateurs vont mettre sur la liste rouge, votre adresse email et donc le jour où vous allez vouloir en envoyer même, des emails, classiques pour envoyer un devis ou une facture, en fait, toutes nos boîtes mail vont dire: «OK, cette adresse mail-là, elle est blacklistée, donc je ne veux pas recevoir les emails en provenance de cette personne, donc je vais automatiquement les faire passer dans les spams», et donc indiquer que, cette adresse-là est entre guillemets «frauduleuse» ou qu'elle n'est pas bonne pour ma propre boîte mail. Donc ne jamais, jamais utiliser votre propre messagerie personnelle ou professionnelle pour envoyer des emails. On va le voir, on utilise des logiciels spécifiques. Et donc on va utiliser une solution d'emailing. Une solution d'emailing, quelles sont les fonctionnalités qu'elles vont vous proposer? Donc, bah, les solutions d'emailing, elles vont vous proposer donc de créer ou de segmenter des listes de diffusion parmi toutes les personnes que vous avez dans vos contacts. Et il y a aussi des systèmes de nettoyage automatique des listes de diffusion. C'est-à-dire, imaginons que j'ai une base de données de 100 personnes. À l'intérieur, j'ai des hommes, j'ai des femmes avec, des âges différents et cetera. Donc déjà, je vais intégrer toute ma base de données dans le logiciel et je vais pouvoir segmenter. C'est-à-dire, grâce au logiciel, je vais pouvoir lui dire: «Je veux envoyer un email uniquement aux personnes qui ont entre, 50 et 40 et 50 et 65 ans, et qui ont comme code postal 38 000 Grenoble». Donc voilà, le logiciel va me permettre de faire cette segmentation-là. Et imaginons que j'ai une personne qui se désinscrive, lui va gérer automatiquement la désinscription, c'est-à-dire qu'à partir du moment où elle est désinscrite, via le lien de désabonnement, cette personne-là, dans mes futurs envois d'email, elle sera automatiquement sortie de la liste. C'est lui qui va dire: «Cette personne-là s'est désinscrite, donc si tu envoies un nouvel email, moi de manière automatique, je la sors». C'est pas vous qui devez faire l'action d'aller la désinscrire. En termes de fonctionnalité, ces solutions d'emailing, vont vous aider à la création graphique de l'email, donc un petit peu les différents, modèles que je vous ai montrés auparavant, celui d'Oxybul ou peu importe. Comment est-ce qu'on les crée? Bah, grâce à ces logiciels-là, vous allez pouvoir avoir des logiciels de création graphique avec ce qu'on appelle donc des templates, des modèles prédéfinis que vous allez pouvoir personnaliser de A à Z, mais qui vont être très faciles d'accès, qui vont vous permettre de venir mettre des blocs texte, mettre des titres, ajouter des boutons, mettre des liens derrière les boutons, rajouter votre logo, voilà, rajouter des séparateurs, des espaces et cetera, mettre les liens vers vos réseaux sociaux avec les logos. Donc tout ça est entre guillemets «simplifié» grâce à ces outils parce que, ces outils vous proposent des aides à la création graphique, des outils de prévisualisation. Donc vous pouvez, avant de l'envoyer, voir comment s'affiche votre email, que ce soit sur un ordinateur
sur une tablette ou sur un smartphone. Donc on en revient un petit peu à l'aspect responsive design. Vous pouvez prévisualiser vos emailing avant de les faire partir. Vous pouvez configurer les envois. C'est-à-dire, vous pouvez dire, j'ai préparé tout mon emailing, et mon emailing, je l'ai préparé le dimanche soir parce que c'était le seul moment que j'avais dans ma semaine pour mon emailing de la semaine d'après. Et je vais pouvoir lui dire, OK, par contre, je veux que tu l'envoies tel jour à telle heure. Donc, vous pouvez programmer et configurer le jour et l'heure de l'envoi. Ça, c'est aussi intéressant. Grâce à ces logiciels d'emailing professionnels, vous allez pouvoir avoir un suivi de vos campagnes et tout un accès à tout un système de statistiques. Ça n'est pas possible si vous envoyez des emails avec votre propre boîte professionnelle, votre propre boîte mail. Vous ne savez pas qui a ouvert, qui a lu, qui a cliqué sur le bouton. Grâce à ces outils d'emailing, vous avez accès à toutes ces statistiques. Donc je vais en reparler juste après parce que c'est important de mesurer et d'évaluer quand on envoie un email. Ces outils-là vous donnent, là je vous donne un exemple, hein, ils vous parlent de taux d'ouverture, ils vous disent combien ont ouvert l'email, combien ont cliqué dessus, quel est le délai moyen entre le moment où ils ont reçu l'email et le moment où ils l'ont ouvert, quels sont les boutons qui ont été cliqués, combien de fois chaque bouton a été cliqué, combien de personnes se sont désinscrites. Donc vous avez, grâce à ces logiciels, tout un suivi statistique de vos campagnes et de vos envois d'emailing. Et donc en termes de solutions, la question qui se pose souvent aussi, c'est du coup, quelles sont les solutions sur le marché? Là, je vous en mets 3, c'est les 3 principales solutions d'envoi d'email sur le marché aujourd'hui. Sendinblue, Mailchimp, le petit singe avec la casquette, je pense que vous l'avez peut-être déjà entendu parler, Mailjet, qui propose à peu de choses près les mêmes fonctionnalités avec, encore une fois, l'envoi de campagnes d'email, l'accès aux statistiques, pouvoir faire du A/B testing, donc tester plusieurs campagnes, et cetera. Donc elle vous propose à peu près toutes les mêmes fonctionnalités et moi, celle que je recommande le plus, alors j'ai pas de part chez celle dont je vais vous parler, hein, je gagne rien à vous en parler, mais pour en avoir testé plusieurs et je trouve que c'est aujourd'hui la plus facile d'accès, c'est Sendinblue. Sendinblue, en plus de ça, il est français, donc on est un peu chauvin. À savoir que Mailchimp, celui-ci, dont je vous parlais juste avant là, heu, c'est peut-être le meilleur, mais il est 100 en anglais. Donc sauf si vous êtes bilingue, voilà, allez utiliser celui-ci si vous êtes bilingue, sinon je vous recommande plutôt de partir sur Sendinblue. Et du coup, la question qui se pose, c'est combien ça coûte de pouvoir utiliser ce logiciel-là? Aujourd'hui, la quasi-totalité des fonctionnalités dont je vous ai parlé jusqu'à maintenant, ce logiciel-là, il vous le propose complètement gratuitement. Ça ne coûte rien d'utiliser un logiciel professionnel d'envoi d'emailing. Sendinblue, il est gratuit. Pour un nombre de contacts illimité, la seule restreinte que vous allez avoir, c'est que dans la version gratuite, vous ne pourrez envoyer que, alors je suis sûr qu'il y en a plein qui vont rigoler, vous ne pourrez envoyer que 300 emails par jour. Ce qui sous-entend que si vous avez une base de données de 3000 emails, il va falloir découper cette base, effectivement, en 300 emails par jour. Donc votre emailing pour 3000 personnes, pour 3000 adresses, il va falloir en envoyer 300 par jour, donc ça va durer 10 jours. Vous pourrez envoyer un paquet de 300 la première journée, puis un paquet de 300 le deuxième jour, puis un paquet de 300 le troisième jour. Alors ça, après, lui, il le fait entre guillemets de manière automatisée, c'est-à-dire qu'il prend la base des 3000 et il va prendre les 300 premiers, il va envoyer. Le lendemain, il faudra retourner sur l'outil et appuyer sur un petit bouton relancer la campagne. Et donc, il va relancer de manière automatique aux 300 suivants, etc. Donc, c'est la restriction limite aujourd'hui, c'est qu'effectivement, sur la version gratuite, vous avez un maximum de 300 emails par jour. Et après, on passe sur des versions payantes. Donc, si on a des besoins supplémentaires, parce qu'on a des grosses bases de données, qu'on envoie beaucoup plus souvent, on a des versions payantes à partir de 19 € par mois, effectivement, pour 10 000 emails, quoi. Il n'y a pas de limite de quotidien, et cetera. Donc voilà, il y a pas, il y a différents aspects en plus, mais généralement, dans 99 des cas, la solution gratuite suffira largement pour ce que vous voulez faire. Et une fois qu'on a envoyé, derrière, on peut évaluer, donc j'en ai déjà un petit peu parlé, il s'agit de se poser la question: «J'ai envoyé un email, mais est-ce que ça a fonctionné ou pas?» Et donc là, je vous présente les 3 principaux indicateurs qu'il faut essayer d'évaluer. Ce qu'on appelle le taux d'ouverture, c'est le nombre d'emails ouverts sur le nombre d'emails délivrés.
Ça sous-entend quoi? Exemple, j'ai une base de données de 100 emails, j'envoie les 100. Les 100 sont bien délivrés, donc tous sont bien tombés dans la boîte mail et sur les 100, bah, il y a 20 personnes qui ont ouvert l'email, donc j'ai un taux d'ouverture de 20. J'en ai 20 sur les 100 qui ont ouvert. Après, j'ai ce qu'on appelle le taux de clic. Donc, combien de personnes ont cliqué sur potentiellement un bouton qui se trouvait donc dans mon email, le bouton en savoir plus, télécharger, commander, etc. Et après, ce qu'on appelle les taux de conversion, les objectifs. Donc, si ce qu'on souhaitait, c'est qu'effectivement, on ait tant de téléchargements ou tant de personnes qui profitent d'une offre, c'est voilà, derrière, effectivement, quel a été l'objectif qui a été atteint sur mon site internet. Et après, on peut se poser la question du nombre de désabonnements et du nombre d'emails aussi non délivrés. Mais vraiment, il faut se poser ces trois questions-là. Quel est le taux d'ouverture, le taux de clic et potentiellement le taux de conversion que j'ai obtenu par rapport à mon objectif de départ. Les taux moyens, parce qu'on peut se poser la question, du coup, bah, c'est quoi un bon taux d'ouverture? Un taux d'ouverture moyen aujourd'hui est de l'ordre de entre 20 et 26, là je vous mets 26-27%. Si vous êtes entre 20 et 30%, vous avez un taux d'ouverture de vos emails qui est correct, qui est dans la moyenne. C'est-à-dire à peu près 3 personnes sur 10, entre 2,5, 2,5 et 3 personnes sur 10 vont ouvrir votre email. Si vous commencez à dépasser ces taux-là, vous êtes plutôt bien. J'ai fini une formation avec des entreprises, avec une dizaine de boîtes la semaine dernière. Certaines d'entre elles étaient dans la moyenne, étaient entre 20 et 25%, et d'autres étaient très bien. On avait des taux d'ouverture sur des bases de données de 200 personnes avec des taux d'ouverture à 55-60%. Donc là, ça veut dire que les contenus, ça veut dire qu'il y a un intérêt effectivement de la part des internautes ou des utilisateurs par rapport aux emails qui sont envoyés par l'entreprise. Un taux moyen d'ouverture est de l'ordre de 20, 26, 30%. Les taux de clic, c'est-à-dire combien de personnes cliquent sur les liens, les taux de clic moyens sont de l'ordre de 4%. C'est-à-dire sur 100 personnes, il y en a effectivement sur 100 personnes qui ouvrent l'email, il y en a 4 qui ont cliqué sur le lien. Les taux de désabonnement sont de l'ordre de 0,54%. Ça veut dire que on a à peu près 0,5 personnes sur 100 qui se désabonnent. Donc, si vous dépassez s'il y a des taux de désabonnement de l'ordre de 2, 3, 10%, là, il faut vraiment s'inquiéter. Est-ce que votre base de données est bonne? Qui sont vos clients, etc. Qu'est-ce que vous leur proposez? Il y a vraiment une inquiétude à avoir si vous dépassez déjà les 1 ou 2% en termes de désabonnement. Donc ça, c'est tout secteur confondu, hein, les chiffres que je vous présente. Et ben voilà, du coup, moi, j'en ai terminé pour ma présentation. Euh, donc, avant qu'on passe aux différentes questions, je voulais juste vous parler d'un élément et après, du coup, on pourra ouvrir les micros et je répondrai aux questions qui ont été posées. Aujourd'hui, la Chambre de métier de l'artisanat de l'Isère propose aux entreprises qui le souhaitent, qui souhaitent potentiellement aller plus loin sur ce sujet de l'emailing ou sur d'autres sujets hein, autour du numérique, ce qu'on appelle un diagnostic numérique. Un diagnostic numérique, c'est bénéficier d'un état des lieux complet de la présence et de l'usage du numérique de l'entreprise, voilà, par un conseiller spécialisé. Donc c'est moi ou j'ai deux de mes collègues qui travaillent avec moi sur ce sujet-là. Il nous reste encore quelques financements d'ici la fin de l'année parce qu'on a la chance de pouvoir proposer ce diagnostic numérique pour les entreprises pris en charge à 100%. Ça coûte absolument rien à la boîte de bénéficier de nos conseils. Voilà, c'est bénéficier d'un regard externe, déjà de préconisation tout de suite lors du diagnostic sur l'amélioration de la présence et de l'usage du numérique que vous avez dans votre entreprise. Encore une fois, on aborde le sujet de l'emailing, du e-marketing, on aborde le sujet des réseaux sociaux, quelle utilisation des réseaux sociaux, quelle utilisation d'Internet, de votre site Internet, vitrine de vente en ligne. Voilà, et c'est tous ces sujets-là qu'on aborde. On fait un état des lieux complet avec vous. Du coup, pour vous faire des préconisations tout de suite sur qu'est-ce qui pourrait potentiellement être amélioré. Donc ça, voilà, il nous reste quelques places, quelques financements d'ici la fin de l'année. Si vous avez un besoin sur cette thématique-là, je vous incite fortement à prendre rapidement contact avec nous, parce que la fin de l'année, c'est bientôt, pour voir dans quelle mesure on peut vous proposer un rendez-vous. C'est 1h30, soit on le fait en entreprise, on peut se déplacer, soit on fait beaucoup de visioconférences aussi, ça marche très bien par visioconférence. Pour vous donner un exemple, depuis à peu près un an, des diagnostics comme ça, pour la Chambre de métier de l'Isère, on en a réalisé plus de 200, juste pour la Chambre de métier de l'Isère. Donc voilà, c'est quelque chose qui fonctionne très bien, on a l'habitude de le réaliser. Donc n'hésitez pas à nous contacter si vous avez un besoin là-dessus.
Allez, du coup, je vais prendre, les questions. Je vais prendre les questions une par une et puis après si vous avez des questions aussi, via le micro, faut pas hésiter, à ouvrir votre micro, et à me la poser. Alors j'ai une première question qui était posée, c'est est-ce qu'une campagne, email B2C est la même qu'une campagne B2B? Alors B2C, c'est quand le client final est un particulier et B2B, c'est quand le client final est une autre entreprise. Alors en termes de contenu, je vois pas, vraiment, où peut se situer la différence. Encore une fois, tout l'objectif étant bien de se dire: «Est-ce que, le message que je veux faire passer est le bon? Est-ce que la personne à qui je l'envoie est la bonne personne et est-ce que c'est le bon moment?» C'est-à-dire, est-ce que dans l'entreprise, j'ai le bon contact? Si, le comment dire? Le service ou le produit que je veux vendre, s'adresse au service, par exemple, des ressources humaines, si je l'envoie, au responsable de l'atelier, ça a aucun intérêt. Donc, il y a pas de règles, entre guillemets, «différentes» de l'une à l'autre, sauf encore une fois les règles par rapport au RGPD et par rapport au droit ou non d'envoyer des emails à certaines personnes. Comment récupérer une base de données pro? Aujourd'hui, c'est bien le problème parce qu'avant vous pouviez acheter, des coordonnées d'entreprise, par exemple, auprès de la chambre de métiers l'ISER. Et aujourd'hui, le RGPD nous interdit de vendre vos coordonnées, les coordonnées de nos artisans, donc les bases de données professionnelles, à d'autres entreprises. Donc il est très compliqué aujourd'hui de se constituer des bases de données professionnelles. En acheter, donc on peut toujours essayer d'aller en acheter auprès de prestataires avec toutes les recommandations que j'ai évoquées tout à l'heure. Après, ça peut être, voilà, aller sur des sites internet et récolter des adresses mail professionnelles. Encore une fois, la règle du RGPD, du respect de la loi par rapport à ces éléments-là d'envoi d'emailing nous dit que si vous envoyez des emails, à d'autres professionnels et que l'adresse email que vous possédez est bien une adresse email professionnelle et pas personnelle, le contact, arobase, untel et cetera avec le nom de l'entreprise, vous n'avez pas l'obligation d'obtenir le consentement de la boîte pour pouvoir lui envoyer une offre commerciale. Est-il possible que la case à cocher pour le consentement de la personne soit formulée de cette manière: «Je refuse de recevoir»? Non, c'est ce qu'on appelle de l'opt-in. Ça veut dire qu'il doit cocher la case pour accepter de recevoir. C'est pas à l'utilisateur de devoir cocher une case pour dire: «Non, je ne veux pas recevoir». Il faut que la case qui soit à cocher soit une case entre guillemets «positive» pour l'utilisateur dans le sens où s'il coche, c'est qu'il accepte de. Parce que sinon en gros c'est, si je ne coche pas, j'accepte de recevoir, donc c'est ce qu'on appelle de l'opt-out. C'est-à-dire que c'est à moi de dire: «Non, je ne veux pas». Non, on a inversé cet élément-là. C'est à l'utilisateur de cocher pour dire: «Oui, j'accepte de». OK? Donc pour faire de l'emailing, prospect, est-ce qu'il faut un logiciel spécifique? Je vous inviterai malgré tout à utiliser tous les logiciels dont je vous ai parlé là, quel que ce soit un prospect ou un client actuellement, voilà, utilisez ces logiciels parce qu'ils vous offrent plein de fonctionnalités super intéressantes, parce qu'ils sont gratuits, parce qu'ils permettent de créer des emailing, heu responsive design avec des designs super intéressants et cetera, donc utilisez les logiciels d'emailing. Est-ce que ça peut être intéressant pour une toute petite entreprise, quelle que soit la taille de l'entreprise aujourd'hui? Faire de l'emailing, on le sait, hein, c'est l'emailing aujourd'hui qui a les taux de transformation les plus importants. Même si, le discours que j'entends souvent de la part des chefs d'entreprise, c'est: «Ouais, mais j'ai pas envie de saouler mes clients, des emails, on en reçoit toute la journée». Mais en fait, vous transposez sur vos clients votre propre, ressenti. C'est-à-dire que vous dites: «Vous nous, on n'aime pas en recevoir, donc mes clients, ils veulent pas en recevoir». Et en fait, on se rend compte encore une fois avec, les entreprises, avec lesquelles j'ai fini de travailler la semaine dernière, une dizaine de boîtes, elles étaient c'était, un public uniquement féminin, elles étaient toutes réticentes au départ par rapport à ces éléments-là. Voilà, un peu le discours qu'elles me tenaient: «Mais j'ai pas envie de saouler mes clients, mes clientes et cetera». Et c'est celles qui aujourd'hui disent: «Mais en fait, c'est génial parce qu'on a des taux d'ouverture de 60, donc 6 personnes sur 10 lisent nos emails et derrière, bah, quand on fait une offre spécifique, quand on parle de quelque chose, on se rend compte que ça marche même avec des toutes petites bases de données, hein, des bases de données de 100, 150, 200 personnes». Donc voilà, c'est un outil, très important pour, rester en contact avec vos clients, pour leur proposer du contenu, pour leur proposer des offres on a plutôt tendance à ouvrir comment dire? Des emails en provenance de petites entreprises avec lesquelles on a bossé, auprès desquelles on a acheté un produit ou un service plutôt que des grandes enseignes. Voilà, forcément, quand on reçoit un email de Carrefour, je dis n'importe quoi, de Zara, ou de Nike, forcément, potentiellement, on le lira moins que quand c'est la petite entreprise du coin avec laquelle on a l'habitude de bosser qui nous envoie une offre, qui nous fait part de quelque chose. Pour la question de comment dire?
du diagnostic numérique, je reviendrai vers vous s'il y a peut-être eu un bug dans le fait que vous ayez été contacté ou pas. Donc ça, pour la question du diagnostic numérique, ce que vous allez, de toute façon, je vais vous envoyer un questionnaire de satisfaction. À la fin de ce questionnaire, donc vous pouvez, vous aurez la possibilité de dire: «Oui, je souhaite être recontacté par la chambre de métiers de l'Isère» et vous laissez vos coordonnées. À la suite de ça, on reprendra contact tout de suite avec vous pour vous faire la proposition. Donc là, le questionnaire satisfaction, il sera envoyé dans la foulée avant la fin de la semaine là. Donc n'hésitez pas à bien compléter, le questionnaire et à cocher la petite case: «Oui, je souhaite être recontacté». Est-ce que Sendinblue propose la fameuse case de désabonnement? Oui, et c'est là aussi où c'est intéressant de travailler avec ces logiciels, c'est que de manière automatique sur tous les modèles qu'il va proposer, le lien de désabonnement sera obligatoirement inscrit. Donc ça, vous n'avez même pas à vous en soucier parce que c'est obligatoirement inscrit sur l'emailing que vous allez réaliser avec le logiciel. Est-ce qu'il y a d'autres questions? N'hésitez pas là, peut-être à ouvrir vos micros, à activer votre caméra si vous le souhaitez pour poser des questions, en direct. Oui, alors moi j'avais une question. Ouais, je vous écoute. Alors, c'était juste en fait pour revenir sur. C'est moi qui ai posé la question là pour la partie prospect. Mmh. Parce que pour le coup, moi, j'ai pas du tout d'activité, j'ai pas de site internet, de vente sur internet, tout ça. Et là, je suis plus dans le début de mon activité avec justement un début de prospection. Et je m'étais un peu renseignée sur les règles des RGPD. Mmh. Et avec les adresses mail, donc savoir comment, ce que je pouvais utiliser en fait comme adresse mail pour envoyer mon flyer de présentation. Mmh. Et donc du coup, on est bien d'accord que un nom prénom, par exemple le vôtre, parce que je suis en train de voir à la fin de votre diapo, votre nom prénom, même avec le nom de domaine derrière, je ne peux pas vous l'envoyer, par exemple. Si, vous avez le droit parce que c'est une adresse mail professionnelle. D'accord, donc même avec le nom et prénom, j'avais Voilà, l'impression mais que en c'est fait, c'est pas mais très c'est très une clair ad les RGPD. ouais, mais c'est une adresse mail professionnelle, donc c'est pas mon adresse mail personnelle, c'est mon adresse mail en tant que chargé de développement économique pour la chambre de métiers et de l'artisanat de l'Isère. Donc, vous avez le droit de m'envoyer, un email, si c'est bien un email à caractère professionnel pour me proposer quelque chose dans le cadre de mon activité professionnelle. D'accord, très bien. Ok, bon bah ça c'est nickel. Et au niveau du fichier, enfin comment dire, oui des fichiers clients dont vous parliez, c'est pareil, j'avais l'impression en lisant les règles de RGPD qu'on n'avait pas le droit en fait justement de garder toutes les informations des clients ou prospects. Donc du coup, je ne savais pas du Alors tout. vous avez, ouais, le RGPD nous dit, les informations que vous possédez sur vos clients, que vous conservez, vous devez conserver les informations qui vous seront uniquement nécessaires dans le cadre de la relation que vous avez avec eux. D'accord. C'est-à-dire que, par exemple, si vous souhaitez, conserver sur votre fichier client le nombre d'enfants qu'a cette personne-là, il va Ouais. falloir, en cas de contrôle, pouvoir prouver que c'est important pour vous parce que derrière, vous allez lui proposer, vous avez des produits qui sont destinés à ce type de clientèle-là, où vous allez pouvoir segmenter votre base de données dans ce sens-là. Ok. Donc en gros, il faut uniquement demander et conserver des informations en relation avec le traitement que vous allez effectuer de ces informations-là. C'est un peu D'accord. complexe le RGPD. Oui. D'ailleurs, j'avais fait un webinaire sur cette thématique-là spécifique. C'est un peu complexe, mais voilà, vous n'avez le droit de conserver que les données en relation avec le traitement que vous allez effectuer de ces données-là. Heu, Par exemple, après il y a des informations dites, spécifiques ou, sensibles. Vous ne pouvez pas, par exemple, conserver, l'origine ethnique d'une personne. Est-ce qu'elle Oui. est malade ou pas? Oui. Quelles sont ses opinions politiques? Enfin, ce genre de choses, ça, ce sont des données dites sensibles, vous ne pouvez pas les conserver, par contre. D'accord. Et de toute façon, avec après la fameuse la case de désabonnement qu'on peut mettre en place avec les Mmh. logiciels, là, enfin les solutions d'emailing, une fois que si on a une personne qui nous dit qu'elle ne souhaite pas effectivement être contactée, en fait, on supprime complètement son nom dans notre base de données.
Voilà, il y a effectivement, il y a votre base de données que vous allez voir sur votre ordinateur ou sur votre disque dur, donc il faudra la supprimer de votre base de données, ne plus l'avoir Ok. concrètement. Et après, effectivement, votre logiciel d'emailing, lui, va ne plus lui envoyer d'email par la suite, et vous aurez aussi la possibilité dans votre logiciel de venir la supprimer aussi. D'accord, ok. Bon, bah c'est parfait. Après, vous pouvez avoir un client que vous conservez dans votre base de données client, mais qui ne fait plus partie de votre base de données d'emailing, qui ne veut plus recevoir d'email de votre part. Mais vous D'accord. conservez ces données en tant que client. Oui, mais s'il est client, pas prospect. Enfin, là, je suis Voilà. dans la partie prospect. Donc, du coup, si effectivement il ne souhaite pas recevoir et qu'il n'est pas intéressé par mes services, dans ces cas-là, je suis obligée de lui. euh, Vraisemblablement, vous n'avez pas le droit de conserver ces voilà, coordonnées, je ne sauf si c'est des conserve coordonnées pas, sauf après professionnelles. si lui revient vers moi pour une collaboration. Mais dans ces cas-là, voilà, Mhm. si j'ai effectivement une notification de sa part comme quoi il veut pas. Il n'est pas intéressé, il faut effectivement que je supprime ces coordonnées sur ma base de données. Mhm. Ok, on va se faire. Bah, moi j'ai mes réponses. Merci Super. beaucoup et bonne Alors, il y a journée. une question qui m'est posée sur, je regarde, hein, du coup, sur comment est-ce qu'on importe ces adresses mail de Gmail sur Sendinblue. Alors, comment dire, il peut y avoir des passerelles techniques de mise en place pour que Sendinblue vienne aspirer toutes les adresses Gmail. Moi, ce que je vous recommande de faire, c'est depuis un ordinateur d'aller sur votre compte Gmail et vous avez la possibilité, ce qu'on appelle d'exporter des adresses mail, d'exporter des contacts. Donc, en fait, vous allez exporter votre base de données depuis Gmail. Ils vont être exportés sous un format, c'est généralement Excel ou CSV. Alors, c'est un peu technique, hein, mais ils exportent votre base de données depuis Gmail sur Excel. Et après, vous allez aller sur Sendinblue et là, vous allez importer, vous allez intégrer la base de données que vous avez sur l'outil Sendinblue. La passerelle technique entre les deux pour que ça se fasse de manière automatique est un peu complexe à mettre en place. Alors, sauf si vous êtes assez fort en informatique, vous pouvez toujours tenter de le faire. Mais sinon, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on exporte depuis Gmail et après on importe dans Sendinblue. Il y avait la question qui se posait par rapport au diagnostic numérique. Oui, oui, même si vous n'avez pas une présence aujourd'hui numérique importante, n'hésitez pas à faire appel à nous. Le diagnostic a malgré tout un intérêt, même si vous êtes en début d'activité. La question du webinaire sur le RGPD, alors moi ce que je pourrais faire aussi, parce que c'est un peu en relation quoi qu'il en soit avec le thème du jour, c'est que quand je vous enverrai l'email avec le lien donc pour revisionner cette conférence aujourd'hui, bah, je mettrai aussi le lien vers le replay sur le webinaire sur le RGPD, parce qu'il y a un peu de lien entre les deux. Comme ça, vous aurez le lien pour les deux vidéos. J'avais une petite question aussi au niveau du RGPD, si Ouais. c'est possible. En fait, bon, moi j'accompagne aussi dans le cadre de mon activité des associations qui envoient des emails. Et Mhm. en fait, entre autres, une association, ça fait des années qu'ils ont des emails et des contacts, mais ils n'ont jamais envoyé de newsletter. Donc, je suis en train de les accompagner dans cette mise en place. Mais du coup, par rapport à RGPD, personne n'a coché de case en disant que Oui, qui bien sûr. voulait voilà, avoir. Donc, on a un certain nombre de contacts, mais aucune autorisation. Euh, comment Qu'est-ce qu'on fait? comment on peut faire? Et il faut que je les contacte un à un en leur envoyant un email de moi à eux et en leur demandant s'ils veulent. Eh ben, après, il y a plusieurs possibilités, effectivement. Qu'est-ce qu'on fait quand on a une base de données existante pour laquelle, Mm. effectivement, on n'a jamais obtenu les accords ou les consentements de qui que ce soit? Alors, ce que je ne devrais pas dire, mais c'est que potentiellement, si vous n'avez pas des bases de données de 10 000 personnes, que vous n'envoyez pas un email toutes les semaines, on ne va pas trop venir vous embêter. Et malgré tout, en cas de contrôle, il faudrait pouvoir prouver que. Donc, une des solutions qu'il est possible de faire, c'est de dire, bah, je prends ma base de données, et en fait, cette base de données, je vais la requalifier, c'est-à-dire que je vais envoyer un mail à tout le monde en disant, voilà, nous possédons vos coordonnées depuis un certain temps dans le cadre d'une rencontre qu'on a effectuée, j'en sais rien, on est l'association Intel, etc. Et du coup, voilà, si vous êtes d'accord pour continuer à recevoir des emails en provenance de nous, en gros, cliquez ici ou dans ce cas-là, faites-nous un retour par mail pour nous donner votre accord, etc., pour que vous puissiez avoir la preuve. Donc, ça veut dire que vous allez reprendre votre base de données, vous allez envoyer un mail à tout le monde
pour leur demander leur accord. Et là, du coup, vous aurez une base de données propre à la suite de cet emailing, avec le risque que y en ait 90% qui vous répondent jamais, et que du coup, vous vous retrouviez avec une base de données d'une personne sur 10 par rapport à la base de données précédente, une base de données propre, entre guillemets, avec un accord de seulement une personne sur 10, quoi. Mais voilà, là, vous respecteriez la loi. Dans l'autre cas, vous ne la respectez pas. Après, voilà, moi, je ne viens pas contrôler, c'est pas moi qui mets les amendes. Mais ça peut être, c'est une des solutions, effectivement, c'est de requalifier une base de données existante en envoyant un mail à tout le monde et en demandant leur accord. D'accord. Ok, merci. Après, c'est toujours complexe le RGPD parce qu'il peut y avoir des exceptions. Si quelqu'un vient vous acheter un produit ou un service, je dis n'importe quoi, je vends des bijoux, je vends des colliers, j'ai une petite boutique, je vends des colliers. Il y a quelqu'un qui est venu m'acheter un collier, qui m'a laissé, j'ai réussi à récolter son adresse email, mais qui j'ai pas obtenu son accord tacite. Normalement, le RGPD m'autorise à envoyer des emails à caractère commerciaux à un individu, même si j'ai pas son accord tacite, dans la mesure où la proposition ou l'email concerne un produit ou un service qu'il a déjà acheté auparavant chez moi. Donc, je vous dis, il y a des exceptions, tout ça est très complexe juridiquement, mais voilà, si vous êtes en mesure de prouver que vous avez envoyé un email à une personne et que cet email concernait un produit ou un service qu'il avait déjà acheté chez vous, eh ben, vous avez le droit normalement de lui envoyer un email sans avoir son consentement. Du coup, si on demande un accord par mail, cela sous-entend qu'on garde les mails avec la réponse positive des personnes. Oui, dans la mesure du possible, ça peut être la preuve effectivement du consentement tacite de la personne. Comme si on avait un papier qu'elles avaient signé, etc. Un envoi d'email peut être une preuve de consentement. Est-ce qu'on peut faire un premier emailing avec le logiciel à partir du principe qu'ils ne se désabonnent pas, c'est qu'ils sont d'accord? Non, parce que normalement, c'est ce qu'on appelle l'opt-in. Ça veut dire que là, on part sur un principe d'opt-out en disant j'envoie, et ceux qui me disent pas non, c'est qu'ils sont d'accord. Non, normalement, il faut qu'ils disent oui. C'est l'inverse. Alors, une question, avez-vous une formation newsletter? Alors, on n'a pas de formation spécifiquement à proprement parler autour de ce thème-là. Mais après, je vous ai parlé juste avant de la... Je vais juste vous désactiver vos micros parce que je m'entends en double. Je vous ai parlé des diagnostics numériques juste avant, où on fait un état des lieux de l'usage du numérique. Après, si vous souhaitez aller encore plus loin, on a des accompagnements individuels. Ça veut dire qu'on peut proposer de l'accompagnement individuel d'une entreprise, pourquoi pas à la mise en place d'une newsletter. Quand je dis accompagnement individuel, c'est-à-dire qu'on se déplace dans l'entreprise, ou alors l'entreprise vient à la Chambre de métiers l'Isère, mais c'est un travail individuel avec un conseiller. Et typiquement, la mise en place d'une newsletter, la découverte d'un logiciel d'emailing, le paramétrage du logiciel, la question des bases de données et la création d'un premier emailing ou d'une première newsletter, ça c'est quelque chose qu'on peut faire de manière individuelle. Et du coup, là, c'est pareil. Aujourd'hui, on a des financements qui permettent vraisemblablement de proposer ça de manière gratuite, ou en tout cas pris en charge à 100%. C'est-à-dire que l'entreprise n'a rien à débourser pour bénéficier de cet accompagnement individuel. Ça, c'est un peu plus au cas par cas. Donc, de toute façon, vous avez mes coordonnées. Donc, voilà, si vous avez des besoins, encore une fois, notez-le dans le questionnaire satisfaction ou même passez-moi un coup de téléphone. Vous avez ma ligne directe, hein, vous me passez un coup de téléphone, je réponds, vous me laissez un message si je ne suis pas là. Et du coup, voilà, on regarde quelle est la meilleure des solutions. Est-ce que c'est un diagnostic ou est-ce que c'est tout de suite un accompagnement individuel? Voilà, ça c'est au cas par cas qu'on va pouvoir l'identifier avec chacun d'entre vous. On n'a vraiment que des réponses personnalisées. On n'a pas de réponse spécifique, tout est personnalisé en fonction du besoin de l'entreprise. La CMA a des antennes hautes que Grenoble. Oui, il y en a une à Vienne et il y en a une autre sur Villefontaine. Donc on peut se rencontrer sur Vienne ou sur Villefontaine s'il y a des besoins. Après, je me déplace aussi dans les entreprises, hein. Enfin, c'est ce que je fais la plupart du temps. D'autres questions? Non, c'est bon, je vous ai essoré.
Allez, bah, écoutez, si j'ai pas d'autres questions, je vais toutes et tous vous remercier pour votre présence aujourd'hui, pour toutes les questions que vous avez posées. Et du coup, bah, écoutez, je vous souhaite une bonne fin de journée. Je vous dis à très bientôt. Il y aura, juste pour vous informer, un prochain webinar qui aura lieu fin novembre. Donc généralement, je fais ça le 3e jeudi de novembre. Sur le thème de il me semble que c'est sur le thème de la e-réputation, donc la gestion des avis en ligne, etc. Donc voilà, vous recevrez, je pense, une invitation à participer au prochain webinar. Et d'ici là, je vous souhaite une bonne fin de journée, une bonne fin de semaine et un bon week-end. Merci Merci. beaucoup. Merci beaucoup. Merci à vous.